Coucou bébé. Ça va m'énerver ça. Parce que du coup on voit pas. J'ai mon ordinateur sous les yeux. Je sais pas si vous le voyez ou pas. Bon. Let's go. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas posté sur ma chaîne puisque j'ai eu un peu les révisions du bac et le bac du coup. Après tout l'été j'ai travaillé donc j'ai vraiment pas eu le temps de me poser sur YouTube. Mais c'est le moment puisque aujourd'hui je vais faire une vidéo assez particulière puisque je vais vous faire un true crime. Un true crime c'est quoi? C'est des vidéos où on va raconter des histoires qui se sont réellement passées. Je ne sais pas qui m'embête. Bon. Ce sont des histoires qui se sont vraiment passées, comme par exemple des histoires que vous avez pu entendre parler sur Netflix, comme Jeffrey Dahmer, qui est un true crime, ça a vraiment existé. Mais aujourd'hui, c'est pas de Jeffrey Dahmer qu'on va parler, mais d'une autre histoire qui m'a énormément marquée quand j'étais petite, tout est relatif, quand j'étais adolescente on va dire. C'est l'histoire d'horreur d'Amityville, puisque c'est une vraie histoire. Durant la vidéo, j'aurai mon PC portable puisque j'ai noté tout ce qu'il fallait noter dessus. Donc en fait, je vais regarder en face mais aussi en dessous, donc je m'en excuse. Alors du coup, l'histoire d'Amityville, c'est tout d'abord l'histoire d'une maison très célèbre que vous avez dû voir. De toute façon, je vous mettrai la photo dans la vidéo. Donc c'est une maison qui se situe dans la petite ville d'Amityville au 112 Ocean Avenue. Donc il y a deux versions différentes, il y en a qui disent qu'elle a été construite en 1924, d'autres en 1928. Donc on peut se poser la question de savoir quand est-ce qu'elle a été construite. Donc déjà vous pouvez voir qu'il y a des versions différentes sur cette maison. Et donc vous allez voir plus tard sur l'histoire passée. Il y en a qui disent qu'avant que ce soit une maison habitable, avant ça aurait été un asile pour les gens qui souffrent de problèmes mentaux ou pour les gens qui sont en fin de vie et en fait on ne sait pas vraiment où les envoyer, donc on les envoyait dans cette maison. Mais je vous l'ai jamais dit non plus, je suis très croyante sur ce qui est esprit etc, donc ça ne m'étonnerait pas s'il y a des gens qui sont morts là-dedans, qu'il y ait des esprits. Voilà. Avec les films, vous pouvez voir aussi que vous avez les deux lucarnes situées en haut de l'étage qui ont été dit que c'était les yeux du diable. Pourtant cette maison, je la trouve quand même très jolie. Et il y a eu quand même beaucoup d'événements qui se sont passés, et c'est ce qu'on va voir dans la suite de la vidéo, entre 1974 et 1976 dans cette belle maison. On va parler de la famille qui a commis l'inévitable, la famille qui a vécu le pire dans cette maison, et on va bien évidemment parler, pour ceux qui connaissent, de la famille DeFeo. Donc la famille DeFeo, c'est une famille qui est très catholique et très pratiquante, mais ce qui n'enlève rien au fait qu'il soit parfait selon moi. Il y a donc le papa Ronald et Louise DeFeo qui ont 5 enfants. Donc le premier c'est Ronald Junior qui a 23 ans. Donc pour lui je vais vous dire Ronald Junior quand il y aura son père. Mais si on parle que de lui, ça sera Ronald. Ok, vous me suivez jusque là. On a Dawn, je sais pas trop comment on dit, qui a 18 ans. Allison 13 ans. Mark 12 ans. Et John 9 ans. Donc ils ont fait une petite affaire familiale avec la maison, avec une concession automobile qui leur ont permis du coup d'acheter cette maison qui était une maison très bourgeoise à l'époque puisque elle était très grande mais aussi très chère pour les habitants. Voilà. Alors les habitants de Amityville vont dire quelque part que de l'extérieur cette famille a l'air d'être parfaite. On dit bien a l'air d'être parfaite parce que vous allez voir qu'elle n'était pas si parfaite que ça finalement. Du coup, là maintenant, on va parler de ce qui s'est passé le 13 novembre 1974.
Donc à 4 heures du matin, Ronald Junior, retenez bien Junior, dit en fait qu'il n'a pas réussi à vraiment dormir, du coup il est parti se balader, puis après il est allé travailler. Durant sa journée de travail, il a essayé de rentrer en contact avec sa famille depuis le téléphone de la maison, sauf que personne ne lui a jamais répondu. Ce qui trouve ça assez bizarre puisque c'est une grande famille et qu'il y a forcément quelqu'un dans la maison. Donc déjà, il se dit, il y a un petit problème, pourquoi personne ne me répond? Voilà. Et en fait, c'est quand il va rentrer du travail qu'il va voir tous les corps. Je ne saurais pas comment vous dire. En fait, cette tuerie de masse sur le lit. Enfin, tous les corps tués qui sont restés dans le lit. Donc, il voit ça, je pense qu'il panique. Il court prévenir le bar d'à côté, qui n'est pas très loin de chez lui, et il va dire « On a tué toute ma famille, on a tué toute ma famille ». Donc, le gérant du bar va appeler la police. La police se rend sur les lieux 10 minutes après l'appel. Et donc, ce qui va se passer, c'est que la première réaction des policiers, c'est d'écarter Ronald Junior, de l'emmener au commissariat, parce que peut-être que c'est un règlement de compte et qu'on va vouloir le tuer lui aussi. C'est le premier instinct des policiers à ce moment-là. Et donc, ce qui fera un peu l'objet du premier témoignage de Ronald, puisqu'en fait, il va dire que la famille était en contact avec la mafia italienne qui leur voulait du mal, sauf que la police a fait des recherches et en fait, ils se sont aperçus que non, il n'y avait aucun problème avec la mafia italienne, que les DFO n'étaient pas recherchés par la mafia italienne et que du coup, la version de témoignage du Ronald est complètement faussée, c'est complètement incohérent, ce qui va tilter aux flics, en fait ça va tilter et ils vont se dire c'est incohérent et du coup ça devient le premier suspect potentiel de l'histoire. Suite à plusieurs incohérences de la part de Ronald DFO, en fait il va avouer aux flics que oui c'est lui qui a tué sa famille, que oui c'est de sa faute. Mais il va donner différents témoignages pour plaider son innocence. Et il faut savoir aussi, ce que j'ai oublié de préciser, on peut aussi plaider la folie au niveau de Ronald DFO puisque il se droguait souvent. Et ça c'est important de le savoir, il se droguait vraiment tout le temps, mais tout le temps. Et donc ce qui peut causer et ce qui peut plaider la folie. Donc on a un premier qui est assez marquant et que je pense que tous ceux qui connaissent l'histoire connaissent cette version et ceux qui ont vu le film aussi. En fait, il va dire au policier qu'en fait, il entend une voix dans sa tête qui lui ordonne de tuer ses parents et que cette nuit-là, c'est un personnage avec une capuche noire et les mains noires qui lui a tendu le fusil pour tuer ses parents. Voilà. Il y a une deuxième version qui dit que il dit qu'en fait, ce serait sa sœur qui aurait fait partie du meurtre avec lui et que c'est elle qui lui aurait dit de tuer ses parents. Alors pourquoi elle lui aurait dit de tuer ses parents? Puisque c'est ce qu'on va revenir sur le fait que c'était pas la famille parfaite, mais le papa DFO, donc Ronald DFO et pas Ronald Junior DFO, en fait aurait tapé sa femme devant ses enfants, maltraitance d'enfants, violence conjugale avec sa femme. Et donc, ses enfants lui en auraient voulu beaucoup, surtout Dawn et Ronald DFO Junior. Voilà, donc ça c'est la petite histoire. On reviendra dessus après pour les plusieurs mystères qu'il y a dans l'histoire, pour les différents mystères qu'il y a dans l'histoire, pardon. On va revenir dessus. Et donc le troisième témoignage, en fait, il aurait dit à son avocat qu'en fait, il était totalement possédé. Son avocat va le croire, parce que son avocat essaie de le défendre. Et en fait, au tribunal, en septembre 1975, il va plaider la folie auprès de son client, donc Ronald, parce qu'en fait, il va pas dire oui, mon client était complètement possédé, je pense qu'on va le prendre pour un fou, donc il va plaider la folie. Voilà. Cependant, le tribunal et les avocats n'en ont eu rien à faire, ils l'ont pas cru, et je pense que personne ici l'aurait cru, si vous aviez été tous avocats. Donc, au final, il a eu 6 peines consécutives et 25 ans de prison. Il y a eu de nombreux mystères dans cette affaire, notamment avec le fusil, donc les coups de feu.
En fait ils ont testé et ils se sont dit mais c'est pas possible que personne n'ait rien entendu, puisqu'en fait le coup de feu il s'entend à 5 pâtés de maison, donc trop bizarre, pourquoi personne n'a entendu, pourquoi la famille ne s'est pas réveillée, en fait il y a ce pourquoi. Et en fait après l'autopsie des corps, en fait il y a rien sur les corps, ils ont pas été drogués, puisque c'est un gros addict à la drogue, Ronald ils auraient pu les droguer, mais en fait il y avait rien dans le verre, ou il y avait rien pardon sur leur corps, il y avait rien du tout, donc on comprend pas. Alors il y en a qui disent qu'apparemment Ronald aurait augmenté le son de la télé, ce qui serait quand même bizarre parce que je pense que ça s'entend quand même avec le son à fond de la télé, à part si c'est vraiment des grosses basses et tout, mais je pense qu'à l'époque en 1974 c'était pas trop le cas. Voilà. D'autres disent qu'il aurait pu mettre des somnifères dans le verre et donc pas se réveiller, donc faire que ils n'auraient pas entendu. Mais encore une fois, on n'a rien trouvé dans les corps pendant l'autopsie. Voilà. Ensuite, on a quand même une version qui se confirme. Ce serait la version avec sa sœur Dawn qui a 18 ans. Il faut savoir que leur relation était très fusionnelle, même il y en a qui disent incestueuse entre Ronald Jr. et Dawn. Vraiment incestueuse, ils étaient très très proches, donc beaucoup de gens ne comprenaient pas. Donc voilà, c'est important de le retenir, puisque en fait, quand ils ont fait l'autopsie du corps de Dawn, on voit qu'en fait il y a des poudres du fusil, non comme une victime, mais plutôt comme une tireuse. Alors, il y a une version qui dirait qu'en fait, Dawn aurait incité son frère à tuer son père, puisqu'il en voulait beaucoup à son père. Et elle aurait dit ça à Ronald DeFeo Jr. qui, lui, je rappelle, se droguait beaucoup. Donc peut-être qu'il était sous l'effet de la drogue. Donc elle en a profité. Alors, il y a des voisins qui disent en fait qu'ils auraient vu sortir Dawn avec une capuche et un fusil, où elle l'aurait posé au niveau du lac, le même endroit où les flics ont retrouvé le fusil, au même endroit. Mais alors du coup, si c'est le même endroit où elle a posé le fusil, c'est bizarre que elle serait rentrée, Ronald recherché pour ensuite la tuer. Ce serait bizarre. Bon, c'est pour ça que cette théorie, j'y crois pas trop, mais je pense qu'elle a fait partie du complot. Je pense qu'en fait, elle a tué son père, et après, sur une folie meurtrière, mais vraiment sur une folie meurtrière, elle s'est dit « Oups, j'ai envie de tuer tout le monde, mais tout le monde, folie meurtrière. » Et en fait, son frère, comme il était drogué à ce moment-là, il a dû se dire, je pense qu'il était drogué, c'est pas une affirmation, il a dû se dire, il l'a suivi. Mais à un moment donné, c'est tellement, il s'est rendu compte de ce qui se passait, il est redevenu sobre et en état normal, qu'en fait il a dû capter, il s'est dit. Je rappelle qu'elle voulait peut-être tuer ses parents parce que son père était violent avec sa famille. C'est important de le savoir aussi, mais c'est pas non plus une raison pour tuer ses parents. Voilà. Et il l'aurait tué. Ça, c'est une théorie. Et c'est pour moi, selon moi, la théorie un peu plus probable. Voilà. Je pense que c'est une théorie qu'il faut garder en tête. Même si je pense qu'elle est sortie poser l'arme, en fait, pourquoi faire? Elle aurait posé l'arme pour ensuite que Ronald se rende compte de ce qui s'est passé. Donc elle est rechercher l'arme pendant que elle dormait, et du coup lui a tiré dessus et reposé au même endroit. Je pense que les voisins qui auraient vu Dawn sortir, ils auraient vu aussi Ronald sortir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que cette théorie, j'y crois pas trop de elle est sortie pour poser l'arme, lui il est rentré pour la reprendre, etc. Je pense qu'ils étaient dans la même maison au même moment. Lui il a dû se rendre compte de ce qu'elle a fait. Bam, il a pris l'arme, elle était dans son lit tranquillement en train de dormir, il lui a tiré dessus. Voilà, pour ça que elle n'a pas bougé, puisque faut savoir aussi que les corps n'ont pas bougé, ils ont été intacts de A à Z, ils n'ont vraiment pas bougé, rien. En fait, c'était comme quand ils dormaient. Donc trop bizarre que ils se soient pas réveillés. Donc c'est vraiment des mystères qui tournent autour de cette histoire qui n'est pas vraiment résolue au final. On va passer un peu au côté paranormal de l'histoire où on va parler de la famille Lutz. La famille Lutz qui est très connue pour avoir vécu des choses paranormales
paranormal dans la maison. Alors pourquoi je fais comme ça? Puisque c'est des on-dit de la part de la famille. Alors, cette famille, elle a voulu emménager dans la maison en 75, donc après les meurtres, je crois. Et en fait, ça lui posait pas vraiment de problème ce qui s'était passé. Enfin, voilà, ils ont quand même fait bénir la maison avec un prêtre. Mais le prêtre, en fait, va raconter qu'au moment où il a béni la maison, il a entendu une petite voix dans sa tête lui murmurer quelque chose et l'avoir giflé. Donc, quel esprit l'aurait giflé? Donc là, j'y crois un peu. Voilà. Alors, du coup, la famille Lutz, elle emménage dans cette maison. On verra que ils avaient un chien. Et en fait, le chien, si vous avez vu le film, ou je sais pas si je me rappelle plus trop du film, mais je sais plus. Mais en fait, le chien refusait catégoriquement de rentrer dans la maison. Alors, vous savez, les animaux ont cet odorat pour pouvoir remarquer ou sentir la présence d'esprit dans une maison. Et en fait, le chien ne voulait vraiment pas rentrer dans la maison. Donc, voilà. Il y a d'autres choses un peu bizarres qui se sont passées, notamment avec le papa qui, lui, se réveillait tout le temps à 3h15. Donc 3h15, c'est l'heure où Ronald DeFeo a tué toute sa famille. C'est l'heure du meurtre, en fait. Alors, je dis 3h15 parce que c'est comme ça dans le film. Dans le film, si vous l'avez vu, il se réveille toujours à 3h15, mais c'est entre 3h et 3h30 à peu près. Là, j'ai pris au milieu, et puis comme dans le film c'est 3h15, je me suis dit, on va dire 3h15, voilà. Mais le meurtre a eu lieu entre 3h et 3h30 approximativement. Voilà. On a la maman aussi qui rêvait beaucoup et qui faisait beaucoup de cauchemars sur les DeFeo alors qu'elle ne les connaissait pas. Donc c'est quand même très bizarre. En fait, c'est des choses que j'arrive à croire, mais je pense que à l'instinct, c'est le cerveau humain qui lui fait faire ses cauchemars, parce qu'elle sait ce qui s'est passé. Donc elle va arriver de cette famille défaut, on ne sait pas si c'est exactement les mêmes visages, les mêmes événements qui s'est passé dans ses rêves. Elle dit juste qu'elle faisait des cauchemars des défauts en fait. Après, il y avait la petite fille, une petite fille de 10 ans, je crois, 10 ans ou 5 ans. Je sais plus si c'est celle de 10 ans ou de 5 ans. Je crois que c'est celle de 5 ans. Enfin, je sais plus, c'est une petite fille de la famille qui a un ami imaginaire. Donc déjà là, tes parents, ta fille, elle vient te voir, elle te dit « Ah, j'ai un petit ami imaginaire », tu vas être là. Ok, wow, wow. Parce que les enfants, en fait, ont ce don de voir ce qu'on ne voit pas. Un peu comme les animaux ont le don de sentir ou de voir ce qu'on ne voit pas. Et en fait, elle va dire à ses parents qu'il y a son ami imaginaire qui va lui dire que en fait ils s'en iront jamais de la maison. Donc en fait les parents sont terrifiés, leur sang se glace. En fait, ce qui est compréhensif parce que t'as ta petite fille qui vient te dire ça et t'es un peu terrifié. Voilà, donc c'est un peu les événements qui sont passés dans cette maison. Donc on a une nuit fatidique en janvier. Je sais plus si c'est 75 ou 76, mais je crois que c'est en 1976. Il y a une nuit fatidique, mais fatidique. Alors il y a deux théories. Si vous avez vu le film, le papa de la famille Lutz a voulu reproduire exactement la même chose que Ronald DeFeo. Donc ce qui confirmerait sa théorie comme quoi c'est une voix dans la tête qui lui a dit de tuer toute sa famille. Et le cas de possession, donc la folie. Sachant que le papa des Lutz ne se droguait pas. À le savoir quand même, il ne se droguait pas. Voilà. Donc ça c'est la théorie du film, parce qu'en fait on saura jamais vraiment ce qui s'est passé cette nuit-là. C'est une théorie, et ça c'est la théorie du film en l'occurrence. Mais il y a une autre théorie qui dit que, en fait, cette nuit-là, ils auraient vu, le mari aurait vu sa femme léviter au-dessus du lit avec le visage d'une vieille femme. Mais qui serait cette vieille femme? On ne sait pas. Et du coup, cette nuit-là, ils auraient pris leur clic et leur claque, ils se sont barrés de la maison, ils ont plus jamais voulu revenir. Et du coup, après ces événements, il y a eu les films, les livres aussi, puisqu'ils ont interrogé la famille Lutz. Voilà, mais après je vais vous dire ce que j'en pense dans ma théorie à moi. Donc ensuite, dans cette maison, elle a été inhabitée pendant 10 ans. Il y a d'autres gens qui sont venus habiter, qui n'ont rien trouvé de particulier dans cette maison.
Alors par contre, il y a eu des divorces, il y a eu quelqu'un qui est mort d'une overdose dans la maison, mais ça ne veut pas dire que c'est potentiellement habité par des esprits, je ne pense pas. Les divorces, c'est complètement normal, hein, voilà, c'est pas la maison qui fait qu'il y a des divorces tout le temps. Et une mort par overdose, bah écoutez, malheureusement, ça arrive, et je ne pense pas que ce soit les esprits qui l'aient tué par overdose, la personne. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qui s'est passé. Alors, par contre, au niveau du tourisme, la maison, je crois qu'on ne peut pas la visiter, ou on peut la visiter, je sais plus trop, je sais plus, donc je vais pas dire de bêtises, mais je sais que ça, c'est source sûre, qu'on peut la voir dans un bus qui fait le tour des maisons hantées aux États-Unis, c'est très courant, et pour que les touristes voient un peu la maison hantée. Voilà, de ce qui est de la maison maintenant. Alors, pour moi, ma théorie, je vous la confirme, après c'est que ma théorie, que sur ce que j'ai lu aussi. Alors, pour moi, c'est très simple, je pense que Dawn a aidé Ronald à tuer sa famille, que oui, elle aurait tué peut-être son père, parce qu'elle était très en colère contre lui pour violence envers ses frères et sœurs, sa maman, et elle n'a pas du tout accepté. Du coup, elle l'a tué. Et sur un coup de tête, malheureusement, folie meurtrière, elle s'est dit putain, c'est super de me tuer, on va tuer toute la famille. Et Ronald, lui, qui était complètement sous l'emprise de la drogue, il a pas capté, donc il a pas entendu les coups de feu, je pense. Et au moment où il est devenu sobre, il a dit à Dawn, purée, c'est toi qui as fait ça. Voilà. Et donc, je pense que quand elle est partie se coucher, c'est lui qui l'a tuée. Parce qu'elle avait des poudres, je vous rappelle, de fusil en tant que tireuse et non en tant que victime. Donc ça confirme un peu la théorie et sur son témoignage à lui aussi. Maintenant, ce que je ne crois pas, c'est elle est sortie pour poser l'arme, pour que Ronald la reprenne, pour qu'il repose au même endroit. Ça peut être une théorie, ça peut être juste, quand il a découvert que, voilà, elle avait tué tout le monde, qu'elle est partie se coucher, puis il allait reprendre l'arme. Mais pourquoi? En vrai, pourquoi ça lui aurait fait perdre du temps? Mais c'est aussi une possibilité, je pense, mais c'est un peu moins probable pour moi. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si pour vous, en fait, ça aurait peut-être été logique qu'il aille prendre l'arme, parce qu'en fait, il savait pas où était l'arme, je pense. Elle lui aurait pas dit, ah bah tiens, j'ai mis l'arme là-bas, vas-y, tue tout le monde, viens me tuer, tu vois. Je ne pense pas. Donc après, c'est une théorie. On saura jamais vraiment ce qui s'est passé, mais une chose est sûre, je pense que Dawn, soit elle a empêché Ronald de tuer qui que ce soit, parce qu'il y a un expert qui dit qu'en fait elle aurait pu être à proximité de lui pour recevoir la poudre de fusil. J'y crois moyen parce qu'elle avait comme une rancœur envers son père. Selon moi, c'est Dawn un peu qui lui a engrainé cette histoire de faut tuer papa parce qu'il a été violent avec maman, etc. Que sur le coup, quand ils ont tué, ils se sont dit meurtrière, on va tuer tout le monde parce que c'est trop satisfaisant. Voilà, et lui quand il a découvert ça et qu'il s'est dit purée c'est pas normal, enfin du coup je pense qu'il a tué sa sœur. Voilà. Ce qui est du cas de la famille Lutz, vous avez les démonologues Ed et Lorraine Warren que vous connaissez sûrement si vous avez regardé Conjuring. Vous pouvez voir que dans Conjuring 2, ils arrivent dans cette maison. Alors c'est pour ça que j'arrive pas trop à discerner le vrai du faux, puisque en fait Lorraine qui elle est médium et elle arrive à voir les esprits. En fait, quand elle a voulu rentrer dans cette maison, elle n'y arrivait pas. Elle disait à Ed, je peux pas rentrer, j'y arrive pas, je peux pas. Et bon, vraiment, à chaque fois qu'elle essayait, elle pouvait pas. Bon, à un moment donné, elle a pris sur elle et elle est rentrée. Mais c'est quand même assez bizarre parce que, étant démonologue, je pense qu'elle arrivait vite à voir les esprits. Et donc, qu'elle se dise, j'arrive pas à rentrer, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Après, il y a aussi mes doutes parce qu'ils étaient avec France Télé n'importe quoi, avec une télévision américaine. Donc est-ce qu'ils ont pas fait ça pour le show ou pas? À mon avis, je ne pense pas parce que c'est des monologues qui ne rigolent pas sur ça, comme on a pu le voir dans les films. Après, je ne les connais pas personnellement, mais je sais que leur histoire était toujours très vraie. Bon, voilà. C'est pour ça que j'ai des doutes en fait. Je sais pas si c'est vrai. C'est en plus l'affaire sur Amityville. La plupart de la presse américaine a dit que c'était totalement faux et je n'y croyais pas, que c'était un mensonge de Warren. Bref, et selon moi, les Lutz, il s'est peut-être passé des choses dans cette maison, mais ils en ont profité pour pouvoir se faire de l'argent et raconter des trucs parce que aux États-Unis, c'est très célèbre
Et voilà. Donc pour moi les luttes, il y a une part de vérité, mais une part où il faut se méfier et se dire quand même, c'est un peu bizarre. Voilà. Puisque en fait on saura jamais réellement ce qui s'est passé cette fameuse nuit, ils se sont barrés. Où ils sont barrés en courant et plus jamais on revient. Voilà. Donc je saurais pas trop vous dire, mais bon. C'est mon avis personnel, c'est sur les Lutz et sur les Warren. Les Warren, je veux bien les croire, mais les Lutz, il y a quand même cette part qui me dit non, ils voulaient faire le buzz, ils savaient que ça allait marcher parce qu'il y a eu des phénomènes paranormaux et qu'ils ont voulu montrer et faire le buzz et du coup gagner de l'argent avec les livres, les films parce qu'ils savaient que ça allait marcher. Il y a cette théorie, mais c'est vrai que je suis partagée entre le vrai et le faux parce que je crois vraiment aux esprits. Et d'un côté, je me dis, il faut rester rationnel quand même parce que les gens nous racontent que ce qu'ils veulent. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère surtout que ce type de contenu de vidéo qui est totalement différent de d'habitude vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à lâcher un petit pouce vers le haut, un petit like. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour les notifications de toutes mes vidéos. Et promis, cette fois-ci sera plus régulier que quand j'étais en train de réviser mon bac et en train de travailler. Sur ce, je vous fais plein de petits bisous et on se retrouve à la prochaine.